Le coup de tocsin. Le coup de tocsin que vous attendiez tous, mais alors tous, et puis alors pendant toute la semaine, vos tweets, qu'est-ce que vous faisiez? Comment ça va aujourd'hui? Bonjour à tous, ça va très bien et vous? Très bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, vous nous avez fait faux bond quand même un peu mardi. Oui, je sais, j'en suis désolé, mais j'étais pas à Paris. J'ai un peu décroché des médias, de Twitter, de l'actualité, etc. Bon, c'est pas vrai, j'ai vu passer plein de tweets. Oui, mais ça, déjà, j'ai dit un peu. J'ai pas dit, j'ai pas C'est dit ça. complètement. Et puis un tweet, ça se fait en 12 secondes sur son téléphone. Donc on a une idée, on l'écrit et hop, c'est fait. D'autant plus que moi, je me répète souvent, mais c'est fait exprès. Alors qu'une chronique, ça se travaille sur un ordinateur, ça se bichonne, ça se perfectionne, ça se polit avec amour. Comme vous pouvez le constater, ça n'a absolument rien à voir. Oui, en effet, vu comme ça. Mais c'est vraiment fait exprès que vous vous répétez souvent. Oui, Comment oui. ça se fait? Parce que, en fait, je m'applique la même rigueur journalistique et les mêmes techniques de mémorisation que les plus grands, comme par exemple les journalistes de TF1, de BFM, à savoir répéter 1000 fois un truc pour que ça rentre bien dans le crâne des gens. Vous voulez dire que vous avez finalement les mêmes ficelles, les mêmes méthodes que les médias mainstream. Tout à fait. Alors, à la petite différence près, toutefois, que eux, ils racontent des bobards à longueur de journée, alors que moi, j'essaie de faire ressortir quelques vérités. Et comme j'ai pas les mêmes moyens qu'eux, je suis obligé de me répéter un peu parfois. D'autant plus que, comme vous le savez, il est beaucoup plus simple d'induire quelqu'un en erreur que de lui faire admettre qu'il a pu se tromper, parce que là, on touche à l'ego. À ce point-là. Oui, surtout quand on a eu les gens avec des bons sentiments. Va expliquer à un mec qui s'est volontairement injecté une grosse merde dans les veines alors qu'il croyait protéger papy et mamie. Ouais, vous faites référence à quoi? À rien, je me comprends, je voudrais pas alourdir mon dossier qui est déjà assez chargé si j'en crois l'article extrêmement peu flatteur que m'a consacré Conspiracy Watch, je salue. Oui, on a vu l'article, en tout cas, bravo. Et comme à votre habitude, vous avez réussi à gratter 2 minutes avant de commencer votre chronique, mais vous connaissez le tarif, ce sera réduit de votre temps d'antenne. Bon, alors de quoi vous nous parlez vraiment cette semaine? Alors cette semaine, j'aimerais aborder quelques sujets en vrac et à tout seigneur, tout honneur, j'aimerais commencer par vous parler de Macron. Bah oui, vous voulez dire son intervention de mardi soir. Alors je vais en parler brièvement parce que ça a été disséqué en long, en large et en travers, mais j'aimerais revenir sur ces dernières prestations pour lesquelles j'ai du mal à en comprendre la logique et à en interpréter le sens profond. Oula, alors c'est-à-dire, dites-nous. C'est-à-dire que soit on a affaire à un canard sans tête qui court dans tous les sens avant de s'effondrer misérablement au bout de quelques instants, soit on a affaire à quelqu'un qui est tellement certain de réussir son mauvais coup qu'il n'en a plus rien à foutre de rien et certainement pas de l'image qu'il peut renvoyer. Mais vous doutez bien que vous nous devez quelques explications là. Volontiers. Alors on assiste depuis quelques jours à la séquence présidentielle la plus what the fuck de la Ve République. Donc ça a commencé il y a une dizaine de jours par son discours à la Grande Loge de France. Donc j'aimerais rappeler quand même que c'est le premier président à s'exprimer 2 fois devant une société secrète, ce qui pourrait corroborer l'idée qui court dans certains milieux qu'une partie de sa politique aurait pu être écrite par ces sociétés secrètes. Bon alors, société secrète, est-ce que vous exagérez pas un peu? Non, une société dans laquelle on n'a pas tous le droit d'entrer et surtout de connaître ce qui s'y fait ou ce qui s'y raconte, c'est soit une société secrète, soit un club privé. Bref, je continue. Ensuite, il est intervenu pour nous parler de la loi sur l'euthanasie. Oui, là aussi vous exagérez, il s'agit d'un projet de loi sur la fin de vie pour aider les gens à mourir dans la dignité. Oui, évidemment, il est obligé d'enjoliver un peu, sinon ça passera pas son truc. C'est d'ailleurs ce qu'on retiendra de sa présidence, c'est nous faire passer les pires trucs pour la vie et le vivant, comme des victoires du progressisme, de la tolérance et de l'humanisme. Mais parce que vous êtes certain que ça va partir en sucette sur ce sujet? On n'est jamais certain de rien, mais on peut regarder par exemple ce qui se passe au Canada, qui a quelques années d'avance sur nous. Donc au départ, c'était aussi pour mourir dans la dignité, ça concernait principalement les maladies incurables et très très douloureuses. Aujourd'hui, il suffit pour les Canadiens de se plaindre de ne pas trouver un logement décent pour que les mecs leur proposent à la place de mourir. Donc, that escalated quickly, comme disent nos amis anglais. Et puis, quand je vois que tous les amendements pour amener un peu d'humanité dans ce projet de loi sont tous rejetés et qu'en plus, on parle de condamner à 15 000 € d'amende les personnes qui essaieront de dissuader ceux qui auront choisi cette extrémité, je redoute le pire. Bref, je me suis déjà exprimé là-dessus la semaine dernière, donc je ne vais pas insister. Là, j'étais en train de parler de la semaine What the fuck de Macron, donc je continue. Donc ensuite, il a joyeusement accueilli un djihadiste à l'Élysée. Alors, il parlait aussi de Al-Chareh, qui est devenu un modéré, on dit. Ouais. Alors, je vous rappelle que si mon acte de naissance complotiste date du 11 septembre 2001, mon arrivée sur Twitter date de 2013 et de tous les mensonges qu'on racontait à l'époque sur la Syrie, et que c'est donc un dossier que je connais plutôt pas mal. Donc moi, j'ai vu Bachar choisir le mauvais pipeline, j'ai vu les Occidentaux fomenter un nouveau printemps arabe, j'ai vu les Russes s'interposer, j'ai vu cette armée de combattants appelée Daesh sortir d'un coup de nulle part, avec des financements illimités et des centaines de Toyota flambant neuves. Alors j'ai le droit de rester circonspect sur le narratif occidental.
Et puis même si tous les complotistes savent que les mouvements terroristes sont dans une immense majorité financés par les services secrets occidentaux, de là à les recevoir officiellement, il n'y a qu'un pas que jusque-là, personne n'avait jamais osé franchir. Alors, stupidité ou syndrome du Pris poussé au paroxysme, le mystère reste entier. En tout cas, ça fait beaucoup pour un seul homme. Attendez, c'est pas fini. Donc, juste après ça, il est allé parader dans une avenue déserte et glauque, dans laquelle les rares personnes présentes l'ont copieusement sifflé, ce qui montre bien qu'il est le président le plus détesté de toute l'histoire de France, ce qui n'étonnera personne, à part évidemment la rédaction de BFM qui continue de le regarder comme un dieu vivant. Et qu'a-t-il fait ensuite alors ? Alors ensuite, il y a le fameux épisode du train pour Kiev. Bah oui, mais ça m'aurait étonné que vous fassiez la passe là-dessus quand même. Bah ouais, j'ai quand même une réputation à tenir. Bah oui. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une mini-rubrique que j'inaugure aujourd'hui et que j'espère présenter à chaque chronique et qui s'intitule « L'info qui fait le jeu de la complosphère d'extrême droite ». Donc si on peut lancer le jingle. Alors, un petit jingle. L'info qui fait le jeu de la complosphère d'extrême droite. Magnifique. Il n'est pas terrible ce jingle quand même. Bah, je sais, alors j'ai bricolé ça hier soir chez moi. Je vous rappelle que je tiens farouchement à mon statut d'amateur, mais je vais essayer de l'améliorer. Alors il paraît qu'il y a des IA où si on chantonne un truc, qui vous sortent l'accompagnement philharmonique qui va avec, donc je vais plutôt creuser par là. Bon alors, non mais c'est très bien. Sinon pour en revenir à l'info, alors pour vous c'est quoi ? Mouchoir ou coke ? Bah alors si on peut voir l'image... Écoutez, moi, si c'était moi et que j'avais laissé un mouchoir sale sur une table de réunion au sommet, d'ailleurs, je ne laisse jamais traîner des mouchoirs sales sur une table, mais si je l'avais fait, je ne l'aurais pas ensuite attrapé et planqué discrètement, j'aurais assumé. Bah oui. Surtout que pendant que Macron planquait son mouchoir, Merz planquait également ce qui ressemblait étrangement à une petite paille ou une cuillère ou je sais pas quoi. Or, je vous rappelle que les pailles, ça sert à boire et dans certains cas, à sniffer. Et puis, si ça avait été un stylo, je vois pas bien pourquoi il l'aurait également planqué. Oui. Mais comme la diffamation, c'est mal et c'est vaguement interdit par la loi, on va leur accorder le bénéfice du doute et dire que Macron a planqué un mouchoir et Merz a planqué un stylo. Bah oui. D'ailleurs, ça a donné lieu à un démenti grotesque de l'Élysée qui disait en gros l'autre, c'est même pas de la coke, c'était un mouchoir. Ce qui montre bien que le protocole et le prestige de la fonction en ont quand même pris un sacré coup sous l'ère Macron, indépendamment du sujet qui nous préoccupe ici. Oui. Vous ne soutenez pas la thèse de la coke finalement. Vous venez de raisonnable. C'est l'effet Conspiracy Watch. Bah non, mais bien sûr que si, en privé et sur X, je la soutiens. Mais là, on est sur un média, donc je vais faire comme les chaînes mainstream et m'auto-censurer. Wow. Et en plus, justement, j'allais enchaîner sur un truc qui m'a encore plus choqué que ce secret de Polichinelle. Ah bon, bah dis donc, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, j'ai trouvé que ces trois mecs en jogging qui se marraient comme des baleines devant les caméras, alors qu'ils se rendaient dans un pays qui voit deux jeunesses slaves s'autodétruire en faisant des centaines de milliers de morts, ça méritait un peu plus de solennité, rien que par respect pour tous ces morts. D'autant plus que si on creuse un peu, on sait que les Européens, et notamment les Anglais via Boris Johnson, ont une très lourde responsabilité dans la continuation de ce conflit depuis mars 2022. Donc ces rires surjoués, c'était indécent, c'était presque pornographique. Et pour tout vous dire, ils m'ont fait penser à trois sales petits gosses irresponsables, voire illégitimes. Ah oui, carrément, illégitimes. Oui, parfaitement, parce que déjà, sur la scène internationale, en vrai, ils comptent plus vraiment, ils ne représentent plus qu'eux-mêmes. D'ailleurs, l'Europe, d'une manière générale, ne compte plus vraiment. Et sur la scène nationale, aucun des trois n'est dans une position confortable. Il y en a un qui est au pouvoir grâce à une coalition bancale, un qui vient de se prendre une branlée électorale mémorable via une victoire éclatante des souverainistes et qui méritait largement une démission d'ailleurs, et le troisième, haï par son peuple qui s'est torché le cul avec les résultats des législatives l'an dernier, au cours desquels on lui a clairement fait comprendre qu'on ne voulait plus de lui. Donc, vous n'avez pas été impressionné par ce déplacement à Kiev ? Ben non, d'ailleurs, personne ne l'a été, et ça a d'ailleurs donné lieu à une magistrale fessée diplomatique que la presse française essaie de nous dissimuler en continuant de nous faire croire que Macron est le maître des horloges et qui joue un rôle central dans le conflit ukrainien. Et ce n'est pas le cas ? Et non, et je vous le prouve, cette entrevue de Kiev, ça a débouché donc sur une déclaration de Macron qui demandait un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Et il n'a pas été entendu, selon vous ? Alors, les Russes n'ont même pas relevé, donc ils n'ont rien à foutre, et ils ont demandé à ce qu'on reprenne les négociations sur la base de celles que Boris Johnson a fait foirer en mars 2022. Et ils ont même prévu une date, c'est aujourd'hui en Turquie. Et Trump, non seulement s'est aligné sur l'avis de Poutine, mais a également fait comprendre à Zelensky que ce serait une très 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 mauvaise idée de ne pas s'y rendre.
Bref, apparemment, la paix va se jouer à Istanbul et aucun de nos 3 rigolos du train n'a été convié. Oui, vu comme ça, en effet. Et voilà, et donc on termine cette séquence What the fuck par la mascarade de lundi soir, donc que je n'ai évidemment pas regardé, mais dont j'ai cru comprendre que ce n'est pas à ce moment-là que sa cote d'amour a été la plus haute. Mais, et je trouve ça admirable, ça ne l'empêche pas de continuer à fanfaronner en nous expliquant en gros que c'est pas sa faute si on est pessimiste. Donc le pays s'écroule, plus rien ne marche, on est plombé par les impôts, par la dette, par les faillites, par l'insécurité. La France est montrée du doigt partout dans le monde pour son comportement de plus en plus totalitaire, etc., etc., etc. Mais c'est nous qui sommes pessimistes. Donc je ne vais pas m'étendre sur cette prestation lamentable, mais je voudrais juste souligner que son petit message de fin, restez libre si on peut voir à l'écran, voilà, il était vraiment savoureux de la part d'un mec qui a tout fait depuis 8 ans pour nous enchaîner à l'UE, à l'OTAN, au réseau Soros, à BlackRock, à McKinsey, à l'OMS, au World Economic Forum, etc., etc. Donc au-delà de ses nombreux défauts, je ne connais pas un mec plus incohérent que lui. J'ai d'ailleurs lu quelque part que c'était fait exprès pour que les gens ne comprennent plus rien, qu'ils soient dégoûtés et qu'ils acceptent tout par résignation. Bref, voilà les 10 derniers jours de Macron qui sont un condensé du grand n'importe quoi que vit ce pays depuis quelques années. Ou alors, et votre analyse là-dessus ? Mon analyse, c'est une fin de règne, c'est évident. Mais une fin de règne avant un départ forcé ou une fin de règne en France pour régner sur l'Europe comme il en rêve ? Ça, je ne sais pas encore. Bon, et qu'avez-vous retenu d'autre de cette semaine passée ? Alors, pour cette deuxième partie de ma chronique, parce que maintenant je fais des chroniques plus courtes, ma chère Clémence... Ça se voit pas beaucoup, hein, mais... Oui. Si, je vous garantis. Donc, j'aimerais alerter sur... Regardez, il y a vachement moins de pages que... Bon, bref. Oui. Alors, pour cette deuxième partie, là, j'aimerais alerter sur un point qui m'a marqué ces derniers jours via des infos vues et via des expériences vécues. Alors, racontez-nous ça. Eh bien, vous me connaissez, ma chère Clémence, j'adore prendre des informations et des faits, ça et là, les mettre en concordance et faire un tableau d'ensemble. Oui. Donc, ça a commencé par un truc anodin. Il se trouve que ces 2 dernières semaines, pour plein de raisons, j'ai fait plusieurs fois un truc que je ne fais d'habitude jamais, à savoir prendre le métro. Or, à chaque fois que je l'ai fait, mais vraiment à chaque fois, je suis tombé sur des contrôleurs. Ah oui. Alors, petit aparté, quand j'avais entre 12 et 18 ans, donc j'ai pris le métro des milliers de fois, et sur cette période, donc 6 ans, j'ai croisé autant de contrôleurs que ces 2 dernières semaines. Donc, je vous préviens, attention les Parisiens, la RATP est en train de mettre une grosse patate pour vous choper. Et vous avez vu ça, vous ? C'est marrant. Oui, mais ce n'est que le début de mon observation, parce que l'autre jour, une personne très proche qui est dans une école d'art m'a dit qu'une de ses copines s'est pris une amende parce qu'elle avait un carton à dessin qui dépassait la taille autorisée dans le métro. Non. J'ai donc par la même occasion appris qu'il y avait une taille limite des objets qu'on peut trimballer dans le métro. En même temps, c'est pas non plus une bonne idée de transporter un canapé dans le métro, ça c'est sûr, mais bon. Tout à fait, ma chère Clémence, mais 150 € le carton à dessin trop grand, ça fait quand même un peu mal au cul. D'autant plus que c'est marqué nulle part. Alors, il y a toujours, vous savez, ce connard de lapin là, qui dit de ne pas les mettre les doigts sur les portes, sinon tu risques de te faire pincer très fort. Mais il n'y a rien concernant la taille des bagages qu'on peut transporter. Et je me suis souvenu, il y a quelques jours, une fille a pris la même amende pour avoir transporté une plante verte. Non, mais c'est pas possible. Je vous garantis. Donc, deuxième alerte, les Parisiens, la RATP a besoin de fric, beaucoup de fric. Et ils sont en train de nous faire le coup des compagnies low cost, c'est un tarif de base, et plein de suppléments bagages. Et je trouve que c'est des méthodes bien pourries. Alors, j'ai envie de mettre un peu de lumière là-dessus, d'autant plus que je vous rappelle que la RATP est désormais dirigée par le monsieur qui a envoyé papy et mamie dîner dans la cuisine pendant le Covid, à savoir monsieur Jean Castex. Ah ouais, non mais merci beaucoup pour cette info, c'est à creuser. Hein. Voilà, mais c'est pas fini, parce qu'il faut recouper cette info avec toutes les autres qui montrent qu'une tendance se dégage clairement. Alors, c'est-à-dire ? Alors, j'ai vu passer une vidéo d'une commerçante qui était en train d'aménager sa nouvelle boutique et qui avait laissé provisoirement quelques cartons devant sa porte pendant le déménagement. Et elle se faisait verbaliser par un flic pendant que dans la même rue, des dealers faisaient leur petit business un peu plus loin sans être inquiétés le moins du monde. Puis, j'ai vu passer cette info que désormais, on allait développer des trésors d'ingéniosité pour choper ceux qui ne respectent pas les voies de covoiturage sur le périphérique, avec par exemple des caméras thermiques pour ceux qui auraient la mauvaise idée de mettre des poupées gonflables à la place du passager. Rappelons que le périphérique est déjà limité à 50 km/h, qui est une mesure destinée exclusivement à verbaliser des excès de vitesse inévitables. Puis j'ai vu passer cette autre info, qu'il y avait des brigades de vérification, de triage des déchets, avec évidemment des amendes à la clé, pour celui qui aurait mis le mauvais déchet dans la mauvaise poubelle. Puis j'ai vu passer cette autre info, que dans certaines villes, il y avait des brigades qui prélevaient des échantillons de merde de chiens pour en faire une analyse ADN et verbaliser les propriétaires de chiens qui n'auraient pas ramassé leurs crottes. Ça, c'est notre ami Ménard.
Exactement, etc., etc. Donc j'ai vu passer des infos comme ça à l'appel. Et vous voulez en venir où alors ? Eh bien, à ma fameuse tendance, ma chère Clémence, mon tableau d'ensemble, celui d'un État qui utilise toutes ses ressources, tous nos impôts, tout l'argent qu'on se fait chier à gagner pour nous faire la guerre en permanence, pour nous plumer en toutes circonstances, pour ajouter tout ce qu'ils peuvent à une fiscalité qui est déjà l'une des plus lourdes du monde. Oui, mais j'ai constaté ça aussi, via toutes les personnes que je reçois d'ailleurs. Et encore hier, on avait l'hôpital en déshérence avec Caroline Brémaud. Et on voit bien que l'argent ne va pas là. Et c'est très, très agaçant. Voilà, exactement. Et pourtant, c'est pas leur rôle. Moi, le contrat social, alors pas celui de Rousseau, hein, évidemment, mais moi, tel que je l'avais compris, c'est qu'on donne une partie de l'argent qu'on gagne à l'État, et lui s'en sert pour nous faciliter la vie, pour rendre tous les services publics gratuits, pour planifier le développement de l'économie, pour créer les conditions du développement, les conditions d'un épanouissement national, mais aussi personnel. Bref, pour que la France soit un grand pays et les Français un grand peuple. Or, ce n'est pas du tout ce qu'il se passe, c'est même tout l'inverse. Donc on paye des gens pour qu'une partie d'entre eux s'en foutent plein les poches et vivent sa meilleure vie et utilisent le reste pour nous piéger, pour nous brimer, pour nous faire flipper, pour nous verbaliser pour des conneries et pour ne surtout pas nous protéger quand quelque chose de grave arrive. Et vous pensez que les gens le réalisent ? Je sais pas, je vous dis, moi j'adore mettre bout à bout des éléments d'un puzzle que nos dirigeants essaient à tout prix de laisser éparpiller, et à un moment il y a quelque chose de très cohérent qui s'en dégage, un peu comme dans une anamorphose, vous savez, ces images qui ne prennent un sens que si on les regarde sous un angle bien précis. Bon, eh bien, l'anamorphose de l'action étatique, c'est de nous faire chier, de nous pourrir la vie, de nous pomper tout ce qu'ils peuvent. Ce sont nos ennemis. Ils ont fait de la France un pays extrêmement hostile pour ses propres habitants. Et non contents de nous infliger ça, ils passent leur temps en plus à nous faire la leçon. Comme ce flic qui nous explique à quel point on est irresponsable de rouler à 51 au lieu de 50, pendant qu'il nous facture ses honoraires de 135 € et qu'il enlève nos points. Ou cet homme politique qui nous explique que nous détruisons la planète avec nos voitures tout en s'achetant des fauteuils à 34 000 boules. Alors qu'avez-vous envie de dire aux gens qui n'ont pas encore remarqué ça ? Que ça suffit, qu'il n'y a aucune raison de vous laisser emmerder et dépouiller comme ça, que vous n'avez rien fait de mal, qu'à vous seul, vous avez produit 100 fois plus de richesse que l'ensemble de tous ces connards réunis, qui de toute manière en seraient bien incapables puisqu'ils ne savent strictement rien faire, à part vous faire chier évidemment. Oui. Et que vous faites voler tout ce que vous méritez d'avoir parce qu'ils ont pondu des textes débiles et malhonnêtes visant à pénaliser des actions parfaitement anodines en vous faisant croire à des menaces imaginaires. Non, votre diesel ne tue pas la planète. Non, passer à 80 km/h n'a pas sauvé une seule vie. Tout ça, ce sont des impôts déguisés. Donc arrêtez de vous laisser faire, arrêtez d'avoir peur, relevez la tête, faites changer la peur de camp. Vous avez failli le faire avec vos gilets jaunes en 2018 avant que Mélenchon ne récupère le truc pour le canaliser et vous la faire à l'envers, et je pèse mes mots. Ne faites plus confiance à personne d'autre qu'à vous, on va finir par y arriver. Bon, eh bien merci au bon tweet pour cette chronique vindicative aujourd'hui, et à la semaine prochaine. Ça me fait du bien à moi aussi de l'écrire, donc à la semaine prochaine Clémence. À plus tard. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, notre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.